à tous de DDO. Attention pour le décompte final. 3, 2, 1, top. Allumage Picasso, décollage. Voilà un extrait de la retransmission du lancement de Vega C depuis Kourou lors de la mission VV25. C'était le jeudi 5 décembre à 18h20. 2 ans après l'échec de son premier lancement, la petite fusée italienne décollait donc du CSG pour mettre en orbite un satellite d'observation de la Terre dans le cadre du programme Copernicus de la Commission européenne. Et la voix que vous avez entendue pour le décompte final était celle du DDO, le directeur des opérations de cette mission, le Guyanais Jean-Frédéric Alassa, notre invité de ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean-Frédéric Alassa. Vous travaillez au CNES depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Vous avez une formation d'ingénieur en aérospatial et vous occupez donc aujourd'hui le poste de DDO depuis 1 an à peu près. Pour l'instant, j'ai bon, tout est correct. Exact. Et vous êtes né donc à Maripasoula, on y reviendra tout à l'heure. C'était votre premier lancement en tant que DDO, cette mission Vega C. Comment est-ce qu'on se sent quand ça y est, on y est après des mois de travail et que c'est la première fois surtout qu'on participe à ça? Eh ben, c'est un sentiment déjà de soulagement d'avoir accompli déjà la mission jusque-là. On a hâte d'y être parce que c'est quand même l'objectif final de la campagne de lancement. Et surtout, là, c'est comme toute première fois, on a un peu d'appréhension, mais on reste concentré, on a fait des formations, on s'est entraîné avec les équipes, on a fait des répétitions et tout ça, de toute cette séquence, donc on a hâte d'y être. On arrive à bien dormir à la veille d'un lancement? Oui. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Tout le monde le sait, les 2 dernières années, elles ont été particulièrement difficiles pour l'industrie spatiale européenne. On va pas y revenir, mais voilà, échec de Vega C, retard d'Ariane 6, arrêt des Soyouz. Est-ce que vous avez l'impression, on va dire, que ça y est, enfin, on sort d'une longue séquence un petit peu difficile qui a duré quelques temps, on passe à autre chose, on passe à une autre séquence et que, je sais pas comment dire ça, l'ambiance, l'énergie, elle commence à être un petit peu différente dans les couloirs de la base spatiale? Ben, c'est tout à fait ça. On sent en fait que déjà, le CSG est en pleine ébullition avec plein de nouveaux projets qui sont en cours, des constructions, des travaux, notamment le nouveau CDO qui va sortir de terre d'ici quelques années, l'accueil des micro-lanceurs. Donc c'est vraiment pas mal d'activités qui nous donnent un peu du baume au cœur parce qu'on avait envie de ça. On avait hâte de ça et on sent que en fait toutes les équipes sont un peu comme sur les starting blocks à attendre qu'on donne le top départ et ce retour en vol de Vega C, c'est une très très bonne chose pour l'Europe spatiale puisque avec le succès d'Ariane 6 et le succès de ce lancement VV25, l'Europe a pleinement retrouvé sa capacité et son autonomie d'accès à l'espace. Oui, c'est vrai qu'il y avait le stress personnel, on va dire, de votre côté, vu que c'était votre premier lancement. Et il y avait aussi le stress un peu plus institutionnel, dans le sens où, certes, il y avait eu le succès d'Ariane 6 il y a quelques mois, mais tout le monde attendait aussi le succès de Vega C pour, c'est ce que j'ai encore lu tout à l'heure en arrivant au CSG, retrouver l'autonomie de l'accès à l'espace pour l'Europe. C'était une pression supplémentaire. Exactement, c'était une pression puisqu'il y avait beaucoup d'attentes, déjà rien que par rapport à ça. Et comme vous l'avez esquissé, c'est un retour en vol. Ouais. Donc, qui dit retour en vol, pour nous, c'est considéré comme un premier lancement. Donc, premier lancement, potentiellement, le cas pire peut arriver. Donc, on s'y était préparé, même si on avait on avait beaucoup de confiance quant au succès de ce lancement. Mais il faut se préparer à toute éventualité parce que dans le spatial, le risque zéro n'existe pas. Concrètement, ça veut dire quoi, se préparer à l'échec Eh ben, c'est avoir les bons réflexes, la bonne coordination en cas d'accident au sol, en vol, avec les autorités, que ce soit aériennes, les autorités locales, nos services de gestion de crise. C'est toute cette machinerie en fait qui doit être bien huilée. Ce qui fait que vous arrivez finalement, vous, en poste en tant que DDO, dans une période qu'on pourrait dire un petit peu charnière pour le spatial européen. Exactement. Et ça, c'est très, très excitant quand on travaille dans le domaine, parce que on a connu la période creuse
Et pendant cette période-là, moi, j'étais en mobilité au CNES à Toulouse. D'accord. Mais j'avais hâte de retrouver le CSG. Je sentais que il y avait quelque chose qui se passait et je sentais que on était à l'aube en fait de grands changements pour la base. Parce qu'on a cité quelques exemples, mais il y a ça va permettre de débloquer pas mal de nouveaux projets encore. Donc je suis content d'arriver à cette période-là. À titre d'exemple, quand on a eu le premier lancement Vega, c'était un peu la même chose. Quand on a eu le premier lancement Soyuz en Guyane, c'était un peu la même chose. Donc c'est très très intéressant. Oui, il y a tout le temps des périodes charnières en fait. Au final, quand on regarde toute l'histoire spatiale. Exactement. Mais là c'est un grand changement en fait par rapport, comme vous le savez, au contexte international avec une concurrence accrue de SpaceX, hein, pour ne citer que cela. Vous en avez pas marre qu'on vous parle tout le temps de SpaceX? Moi, je trouve ça très très intéressant parce que ça permet de nous challenger. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Il faut juste pas louper le train. Ouais. Il faut profiter justement de cet engouement, de ce nouveau challenge pour proposer quelque chose de différent. SpaceX n'est pas une fin en soi, en fait. Faire comme SpaceX, c'est pas une fin en soi. Nous, on a notre marché. SpaceX a son marché. Il faut savoir aussi que 70% des lancements de SpaceX, c'est pour son propre compte, pour Starlink. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, en fait, comparer ce qui est comparable. Oui, là, pour le coup, des ambitions, Europe, des programmes qui sont radicalement différents. Je crois que l'année prochaine, il y a quelque chose comme plus d'une centaine de vols qui sont prévus pour SpaceX, mais à chaque fois, ce sont pour des petits lanceurs. C'est ça. Et puis, il faut dire aussi que maintenant, je pense que l'Europe a bien compris qu'il fallait justement avoir cette autonomie et cette indépendance complète sur toute la chaîne. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier encore, ils ont signé le contrat là, typiquement pour Iris 2. Donc ça, c'est quand même un gros changement dans la stratégie européenne. La dernière fois qu'il y avait eu un projet de cette envergure-là, c'était quand il y avait eu Galileo. Donc ça, je pense qu'on est à l'aube en fait d'une nouvelle dynamique, certes poussée par un outsider et par l'urgence, mais je pense que dans la conscience européenne, conscience collective, c'est très très important et tout le monde s'en rend compte en fait. Les mentalités, elles ont mis un petit peu de temps à changer. Vous êtes assez jeune au final, Jean-Frédéric Alassac, vous avez je crois 36 ans. Exact. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression parfois que la grosse machinerie européenne est un petit peu lourde à changer de cap, entre guillemets? C'est vrai. C'est vrai que c'est une grosse machinerie, hein. Mais je pense que les gens, ils sont assez intelligents pour se remettre en question. Oui. Et sur ça, l'Europe est assez résiliente par rapport à ça. Et je pense que ça viendra. Il faut être juste, être un peu plus patient. Mais je pense que la dynamique est là. La dynamique est là. Et les jeunes, comme vous le dites, les jeunes, les micro-lanceurs, on voit que c'est des jeunes qui sortent d'école il y a 2-3 ans ou qui ont bossé dans l'industrie, dans les grands groupes. Oui. Et justement, ils ont envie de faire avancer les choses. Il y a plein de discussions sur le retour géographique, justement, de l'ESA. Donc, il y a tous ces sujets-là qui sont en discussion et j'ai hâte de voir les résultats que ça va donner. Bon alors pour rentrer un petit peu dans le détail de votre métier, le DDO, donc le commandant en chef, le chef d'orchestre, le chef de projet, c'est un peu toujours les mêmes qualificatifs qui reviennent finalement. En tout cas, c'est la personne qui veille à ce que les opérations se déroulent bien du début à la fin. Son rôle, votre rôle évidemment, ça n'est pas que de faire le décompte final juste avant le décollage. Il y a tout le suivi de la campagne en amont, de la préparation jusqu'au lancement. Sur le cas bien précis, vous par exemple de Vega C, le lancement c'était le 5 décembre, mais vous aviez commencé à travailler finalement combien de temps auparavant sur cette campagne-là? Eh ben, 3-4 mois avant. Et même avant, si on compte toute la phase, on a la phase en amont, en fait, où dès que le contrat il est signé entre l'opérateur de lancement et le client, il y a toute une phase qui va s'enclencher, en fait, où on va commencer à préparer la campagne, à construire les documents d'interface. Et c'est à partir de ce moment-là où le DDO, il va commencer à rentrer petit à petit dans le jeu. Et on a souvent, en fait, un ou deux, ce qu'on appelle les site surveys, où les clients ils vont venir au CSG pour justement discuter en détail
du projet Ouais. qu'ils veulent faire, des fois même avant la construction du satellite. Parce que justement, à partir du moment où on sait qu'on va lancer sur tel lanceur, sur tel créneau à peu près, et ben là, on peut commencer à parler de choses concrètes. Ouais. Et les choses concrètes, c'est quand ils viennent ici en site survey. Et une fois que le site survey s'est déroulé, au plus tôt 6 mois après, on peut commencer la phase de vraiment campagne qu'on connaît, où on a on a des premiers échanges avec les clients. Ensuite, on a une réunion qui s'appelle la Final Ops, où on va aller directement pour valider le déroulement de la campagne, le planning de la campagne de lancement. Et une fois que tout ça est défini, le besoin client, la durée de la campagne, le fameux J0, le H0 aussi. Donc, tous ces aspects-là sont revus lors de la Final Ops. À partir de ce moment-là, on est vraiment en campagne de lancement. Et ensuite, votre rôle à vous, c'est de suivre finalement que le programme respecte à la lettre ce qui a été décidé en amont, en quelque Exactement, sorte. exactement. Et de coordonner la campagne de lancement en Guyane, c'est-à-dire mettre à disposition les moyens techniques du CSG, les ressources également. Donc, on a des ingénieurs télécom, on a des ingénieurs logistique, on a des ingénieurs transport, transit. Donc, c'est eux qui vont se charger de l'import-export de tout le matériel. C'est vraiment une grosse machinerie qui se met en route à partir de ce moment-là. C'est combien de personnes d'ailleurs, toute cette équipe-là? C'est à environ une vingtaine de personnes en direct sur la campagne et plus indirectement. Donc, une fois qu'on a ça, on va définir le satellite, il va être dans tel hall de préparation, dans tel hall de remplissage, il y a telle contrainte à respecter, d'accès, etc. On déroule ça sur à peu près un mois et demi. Et la dernière phase, c'est la phase qu'on appelle la phase POC, où les activités lanceurs vont se dérouler en parallèle des activités satellites. Ouais. On doit s'assurer que tout ça se matche bien. Et on commence aussi les entraînements préparatoires du lancement, de la chronologie de lancement. Donc des simulations en quelque sorte? Des simulations, toutes les équipes, la sauvegarde par exemple, va simuler plein de cas différents, etc. Et nous aussi, on va simuler, on va s'entraîner avec l'opérateur de lancement, avec les clients. Tout ça pour que le jour J, tout le monde soit prêt. Et que, tel un chef d'orchestre, en fait, que la partition de chacun se déroule comme prévu. Donc du coup, le jour J arrive après tout ce travail préparatoire. J'ai lu justement que le jour J, votre travail, il consistait à diriger, à recevoir une énorme quantité de renseignements en temps réel. Concrètement, ces renseignements, c'est quoi exactement? Quand on regarde les lives des retransmissions, des lancements, on voit le DDO qui est en plein milieu et qui est en contact avec énormément de personnes. Qu'est-ce qui vous arrive comme information à ce moment-là? Ce qui nous arrive, on est principalement en contact avec le COEL. Donc le COEL, en fait, c'est le responsable de la campagne côté lanceur. D'accord. Donc côté opérateur de lancement, et c'est lui qui a vraiment la vision technique du lanceur. Donc c'est avec lui que le DDO il va principalement communiquer pour s'assurer que déjà tous les moyens du pâtir sont prêts pour le lancement, que le lanceur également soit prêt pour le lancement et qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc c'est principalement ces échanges-là. D'ailleurs, on commence là, dès que le DDO il se met en place, la première chose qu'on va faire, c'est faire, si vous voulez, le contrôle des interfaces. Et cette procédure qu'on va dérouler avec le COEL, c'est pour justement tester plein de cas de figure différents, de s'assurer que si lui il met en rouge pour telle raison, on voit le rouge et que le comportement soit conforme à l'attendu. D'accord. Si le client passe en rouge à tel moment, qu'on puisse voir le rouge, que ce soit filtré par le chef de mission, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on coordonne. Et puis, l'autre aspect, c'est la BLA, la base de lancement Ariane. Donc, c'est les équipes techniques du CNES. Donc, parmi ces équipes-là, il y a ceux qui sont dans le bocal, au centre de contrôle Jupiter, que vous voyez lors des retransmissions. Mais il y a aussi d'autres équipes qui sont, par exemple, dans les stations aval. Par exemple, à Saint-Jean-du-Maroni, à la Montagne des Pères, à Gallio, à Grand-Leblanc, à Cayenne, et également dans toutes les stations aval dans le monde entier, qu'on va activer en fonction de la trajectoire de vol.
D'ailleurs, petite question, vu qu'on parle de lancement, comment ça se fait et pourquoi il y a toujours cette phrase à tous de DDO qui est donnée quasiment à chaque fois il y a un lancement? Ça vient d'où et pourquoi est-ce que vous C'est une dites bonne ça? question. En fait, on le dit pour attirer l'attention. Ouais, Pour attirer l'attention, parce que pendant une chronologie de lancement, il faut se dire que tout le monde, chacun est concentré dans sa tâche. Chacun déroule sa procédure et s'assure que ce soit bien fait. Donc, si on n'attire pas l'attention des équipes, ils peuvent rater une annonce. donc c'est la phrase un petit peu alerte finalement. Pour dire, Exactement, attention, c'est une ça va alerte arriver. parce que justement, comme je vous le disais, je pense que l'image du chef d'orchestre se prête très bien au jeu lors des chronos parce que justement, le DDO, il s'assure que chacun joue au bon moment. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai lu plusieurs interviews d'autres DDO qui parlaient de leur métier et ce qui revient à chaque fois dans ce qu'ils disent, c'est l'obligation d'être calme, attentif, de savoir travailler en équipe. Il faut, d'après ce que j'ai cru comprendre, avoir une certaine personnalité quand même pour être directeur des opérations. Est-ce que ça s'apprend et est-ce que vous êtes en contact pendant votre formation avec d'anciens DDO justement pour qu'ils vous donnent des conseils sur la manière de gérer et de se comporter avec toute son équipe? Oui, ça c'est très important d'être en contact avec les anciens, de tirer parti en fait de leur expérience, d'avoir les anecdotes parce que tout n'est pas écrit non plus. Donc il y a tout un processus de formation, Ouais. mais le plus important en fait c'est le contact sur le terrain avec les équipes, le retour d'expérience en fait. Et effectivement, il faut pouvoir savoir gérer le stress, il faut être calme, il faut avoir les bonnes réactions en cas de difficulté. Parce que, comme vous le dites, pendant la chrono, on est sollicité un peu de partout. On a le management qui est derrière. S'il y a eu un ordre, contre-ordre qui arrive, il faut qu'on soit alerte à tous les niveaux. Ouais. Donc, ça nécessite quand même une certaine organisation, un sérieux, une rigueur. Mais il n'y a pas de diplôme DDO, ça s'apprend un petit Non, peu il n'y a comme pas ça, de sur le diplôme. tas. Tous les DDO sont ingénieurs. Ouais. Ingénieur aérospatial. Ouais. Et justement, le métier premier en fait d'un ingénieur, c'est de pouvoir s'adapter à différentes situations. Ouais. Être ingénieur, c'est avoir en fait plusieurs outils, plein de cordes à son arc en fait en quelque sorte, pour pouvoir répondre à des situations diverses et variées. Je suis tombé sur cette phrase de Pierre Ribardière, qui a été DDO pendant une vingtaine d'années, de 1983 à 2007. Il explique dans une interview, je le cite, que c'est un travail astreignant qui demande une forte disponibilité. Comme beaucoup d'opérationnels, je réside, c'est ce qu'il disait, à 3 ou 4 minutes de mon lieu de travail. Est-ce qu'il faut être disponible en permanence? Et est-ce que vous l'êtes, du coup, Jean-Frédéric Alassard? Oui, Ouais. je le C'est suis obligatoire. pleinement et c'est obligatoire. En fait, c'est pas écrit dans noir sur blanc Il quelque n'y a pas un part. règlement Non, il n'y a pas contraint à d'obligation, rester à côté du CSG. mais c'est le sérieux et en fait, c'est la conscience professionnelle. Ouais. En assurant ce rôle-là, en fait, on sait que on attend de nous une certaine disponibilité. Le client, si jamais il travaille par exemple un samedi et que il y a des aléas, il y a une anomalie et qu'il essaie de joindre le DDO, même si c'est pas le DDO d'astreinte, on a un téléphone professionnel. Ouais. Donc on peut prendre une minute pour écouter et essayer de traiter le problème en amont plutôt que d'attendre lundi ou même quand on est en semaine, on va pas attendre les heures ouvrées pour pouvoir intervenir ou essayer de solutionner le problème. C'est un travail qui demande pas mal de disponibilité, effectivement, mais je pense que c'est un travail qui demande beaucoup d'anticipation aussi. Puisque en anticipant, justement, c'est comme ça qu'on arrive à se dégager un peu plus de charge de travail, quoi. Mine de rien, le DDO, enfin DDO, c'est un des postes les plus médiatiques. J'ai tapé votre nom tout à l'heure dans Google et il y a plein d'articles qui vous citent, les journalistes qui reprennent souvent le nom du DDO pour dire voilà tel lancement a réussi ou tel lancement malheureusement a échoué. On fait une interview aujourd'hui, vous en avez fait une il y a quelques jours aussi avec nos confrères de Guyane la Première. Comment dire ça, un lancement réussi, c'est aussi quand même une équipe. C'est quoi le regard que vous avez sur l'aspect quand même assez médiatisé justement de votre poste de DDO qui est tout aussi important au final que tous les autres? Je pense que nous, on le voit bien, on s'y attend.
On s'y attend. C'est Ouais. pas une surprise. On sait que quand on veut être DDO, on sera exposé à cet exercice. Hein. Ça fait partie du métier. job. Ça fait partie du job, effectivement. On parle et aussi qu'on va parler au nom des équipes avec lesquelles on travaille. On va parler au nom du CNES. On va parler au nom du CSG en quelque sorte. Donc, c'est un rôle qu'on prend très, très à cœur. Et voilà, on essaie de bien s'impliquer, quoi. C'est difficile d'ailleurs ou pas de parler de votre travail à des gens qui, pour la plupart, et moi le premier, au final, ne comprennent pas 90%, 99% de ce que vous faites. Faire de la pédagogie en permanence pour le grand public, voire même peut-être vos proches et les personnes qui gravitent autour de vous. Personnellement, je pense pas que ce soit un exercice si compliqué que ça. Non? Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est avant tout un métier de passion. Donc, quand on est passionné par quelque chose, ben, ça se ressent, la façon dont on le raconte. Au CNES, on investit énormément aussi vers la jeunesse. Hein. Il y a un service éducation jeunesse au CNES qui organise notamment des interventions pour les ingénieurs chaque année. Typiquement, d'ailleurs, début d'année prochaine, on va intervenir avec mes collègues dans les établissements scolaires pour parler de nos métiers, essayer de susciter des vocations, montrer divers parcours pour justement essayer de créer et de susciter ces vocations-là. Donc non, pour moi, c'est très très important en fait de faire ça et de montrer que le CNES n'est pas fermé et également le CSG. Votre vocation, justement, à vous, Jean-Frédéric Alaza, elle est née comment? On le disait tout à l'heure, vous êtes né à Maripasoula. Comment est-ce que vous en êtes arrivé finalement à développer une passion, un intérêt particulier pour le spatial et l'aérospatial de manière générale? Est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir, par exemple, qui a un rapport avec cet univers-là? Mon premier souvenir, j'étais au collège. J'étais au collège, avant je voyais des lancements d'Ariane 4, même avant. On les voit bien depuis Mais Maripasoula? on les voit bien, Ouais. surtout quand le ciel est bien dégagé, il n'y a pas trop de nuages, on voit bien, de nuit. Donc, au fur et à mesure, je me suis posé la question. Il faut savoir que j'ai toujours été passionné par tout ce qui est science. Donc, l'aéronautique également. D'accord. Et l'aéronautique et le spatial, c'est deux domaines qui sont assez proches. Donc, c'est au fur et à mesure de mes études et de mes expériences, je me suis dit, bon, c'est intéressant quand même. Ça paraît tellement éloigné, tellement difficile aussi. Mais quand on est dans le domaine et qu'on est passionné, on veut y arriver. Et ben, j'ai fait, c'est pour ça que je suis parti faire un BEP génie électronique. Parce que ça reste dans le même cursus. Ensuite, un bac option électronique. Maintenant, c'est les bacs STI 2D. Au lycée Gaston Monerville, hein, c'est bien ça? Exactement, Bon. exactement à Kourou. Ensuite, j'ai enchaîné à l'IUT de Kourou avec un DUT génie électrique et informatique industrielle. Entre-temps, j'avais eu l'honneur d'avoir la bourse d'études supérieures du CNES CSG au moment où j'ai passé mon bac. Donc, du coup, ça m'a poursuivi durant toute ma scolarité. Je me suis dit, t'as la chance d'avoir cette bourse-là, t'as la chance d'être soutenu, donc non, tu peux pas t'arrêter, même s'il y avait des possibilités d'emploi sur la base. Mais je me suis dit non, tu continues en école d'ingénieur. Et c'est comme ça que je suis parti faire une école d'ingénieur 1 an à Toulouse et 2 ans à Paris. Pour ensuite revenir au CSG faire mon stage de fin d'études Oui. et être embauché au CNES. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un parcours atypique, on va dire, de passer de collégien, vous nous en parliez, collégien à Maripasoula, pour aujourd'hui être DDO ici à Kourou? C'est vrai que c'est un parcours atypique et avec le recul, au début, je m'étais dit que j'ai perdu 1 an, peut-être à aller en BEP. Pourquoi? Donc, Parce que ça ne mais vous plaisait pas? parce que j'ai quand même continué par la suite. Et au fur et à mesure, je me suis dit non, en fait, finalement, ce parcours atypique-là, c'est vraiment un exemple concret que tous les chemins peuvent mener à bon port. Ouais. Donc, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de parcours idéal. On entend souvent, oui, il faut faire bac scientifique, bac STI, je ne sais pas, pour être ingénieur, il faut aller en prépa, etc. Donc, moi, j'ai pas fait tout ça. J'ai fait mon parcours, mais comme je vous disais au début, c'était un parcours de passion, en fait.
J'adorais ce que je faisais et j'ai été très content de faire ce parcours-là. Et si c'était à refaire, je le referais parce que ça m'a apporté énormément de choses. J'ai fait des stages en entreprise très jeune Ouais. et j'ai appris énormément de choses dans ce parcours-là. En école d'ingénieur, quand je suis arrivé, j'avais déjà beaucoup d'expérience en fait finalement. Donc je dis toujours hein, aux jeunes, il n'y a pas de parcours. En fait, le plus important, c'est ce on veut y faire. Quand on a un objectif, c'est comment on se débrouille pour y arriver. C'est vraiment la motivation, la détermination. C'est vraiment les mots-clés, en fait, et ne jamais perdre son objectif, quoi, final. Mine de rien, aujourd'hui, enfin, vous n'êtes pas du tout le premier DDO guyanais, on en parlait tout à l'heure, il y en a aujourd'hui énormément, des hommes et des femmes d'ailleurs, depuis longtemps déjà. Est-ce que ça a une saveur particulière, on va dire, d'être directeur des opérations ici en Guyane, quand on est né en Guyane et qu'on a vu au final des fusées décoller depuis qu'on est tout petit? Oui, c'est sûr, d'une certaine manière. Et je suis content que le CNES ait toujours eu cette vision-là. Mais c'est avant tout personnel. C'est avant tout personnel. La satisfaction d'en arriver là, c'est aussi de montrer l'exemple aux jeunes Guyanais que le CSG n'est pas une boîte noire. Hein. On peut très bien y rentrer facilement. On peut faire des stages, on peut faire pas mal de choses. On peut visiter le CSG. D'ailleurs, c'est la seule base au monde qu'on peut visiter gratuitement au moins 2 fois par jour. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une chance qu'on a. Et je suis content de travailler sur cette base-là, de contribuer à ma petite échelle. Donc voilà, non, c'est très intéressant. Vous travaillez déjà sur une autre mission? Une autre Oui. campagne? Oui, sur le prochain Vega, D'accord. VV26. Donc ça sera avec un lancement sans doute au début avril. Et le satellite, ça sera un satellite scientifique de l'ESA biomasse. Jean-Frédéric Alassa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.